Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Talk with Akaka, le podcast des architectes africains d'ici et d'ailleurs. Alors, comme nous avons annoncé tantôt, nous aurons des invités au parcours inspirant. Et cet invité que j'ai aujourd'hui ne dérogera pas cette règle. Bonjour Birahima, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Okay. Peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Birahima Soumaré, je suis architecte, directeur général de Birahima Soumaré Architecte, qui est une agence d'architecture que j'ai fondée en 2010, soit 2 ans après la fin de mes études universitaires. Pendant ces 2 années, j'ai eu à travailler aussi dans un certain nombre de cabinets d'architecture au Mali. Okay. J'ai aussi en un temps évolué en freelance, où j'ai collaboré aussi avec des grands cabinets sur des grands projets, notamment à travers des concours d'architecture. Mais l'agence en elle-même existe depuis 2010 et depuis près de 15 ans maintenant, l'aventure continue. Et cette aventure nous a quand même amenés au-delà des frontières du Mali, sur d'autres terres africaines, comme ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aussi au Sénégal, les deux Congos, la Mauritanie. Et Inch'Allah, dans les mois et les années à venir, nous serons aussi sur d'autres théâtres africains. Super, super, très intéressant, très intéressant. Alors aujourd'hui, nous allons développer une thématique pour moi qui est très, très riche, qui est l'architecture vernaculaire. Alors, selon toi, comment peux-tu définir l'architecture vernaculaire? Alors pour moi, l'architecture vernaculaire, c'est une architecture du terroir. Okay. En ce sens qu'elle englobe toutes les techniques constructives et les éléments architectoniques d'une aire géographique bien donnée, avec la population qui l'habite, avec sa culture, ses croyances culturelles, aussi sa mode d'appropriation de l'espace, ses systèmes de construction, notamment avec les matériaux locaux. Donc pour moi, c'est vraiment la définition la plus complète qu'on peut donner à l'architecture vernaculaire. Très bien, très bien. Et quelle est son importance dans nos jours, dans cette architecture contemporaine? Vous savez, à un moment donné de l'histoire même de l'architecture, il y a eu un mouvement qu'on appelait le mouvement moderne, qui avait des ténors comme Le Corbusier, à un moment donné qui avait jugé nécessaire de couper le pont avec le passé. Donc, je pense qu'ils se sont heurtés à un problème très rapidement parce qu'ils ont vu que les œuvres produites étaient un peu des œuvres déshumanisées. Et je pense que l'un des exemples les plus frappants, c'est quand même la cité radieuse au niveau de Marseille. Ouais. Donc, depuis les années 70, il y a eu un autre courant qu'on appelle le courant contemporain, qui ont quand même donné le ton de ces retours indispensables au passé. Donc, je pense que depuis cette date, et ça fait près d'un demi-siècle maintenant, toutes les productions architecturales contemporaines puisent justement dans le passé. Donc, cela veut dire que l'architecture vernaculaire a toute sa place dans le monde d'aujourd'hui, puisque c'est une architecture qui compose avec l'environnement, avec la nature. Et quand on sait toute la problématique qu'on a aujourd'hui avec les défis environnementaux et climatiques, donc je pense que ça peut être un vivier dans lequel il faudra aller puiser pour faire face justement à ces défis. C'est clair, c'est clair. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à te demander comment cette architecture vernaculaire arrive vraiment à répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Vous savez, c'est par essence, par son essence même, l'architecture vernaculaire, c'est une architecture qui est en harmonie avec son environnement, avec son milieu culturel et naturel. C'est ça qui fait sa force. Je pense que l'homme a été un peu arrogant en voulant dompter la nature et même en l'agressant pour ses besoins matérialistes. Et je pense qu'il ne s'est pas rendu compte que c'est un organisme qui est beaucoup plus puissant que lui. Et en l'agressant, cet organisme aussi réagit de façon naturelle avec tous les dégâts environnementaux et climatiques que l'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, toute la réflexion est menée vers le concept de durabilité, qui n'est autre que la prise en compte de cette nature, de notre environnement, dans le processus de bâtir nos villes. Voilà. Donc, je pense que c'est une architecture, comme je l'ai dit, qui a vraiment toute sa place dans le monde aujourd'hui. Et nos architectes et nos urbanistes doivent quand même aller à l'école de l'architecture vernaculaire afin de pouvoir apporter des solutions
qui soient des solutions adaptées aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment toutes ces conférences qu'on tient à longueur d'année, notamment les COP, tout ça, où on parle de durabilité. Et je pense que souvent, on veut trop miser sur la technologie pour apporter des solutions, alors qu'il y a des solutions simples. Avant la révolution industrielle, depuis la création de l'humanité, depuis que l'homme est paru sur Terre jusqu'à à la révolution industrielle, eh ben, la Terre était peuplée quand même d'hommes. C'est clair. On n'a jamais connu ce phénomène-là auparavant. Donc, si vous voulez, ce sont des phénomènes nouveaux, des phénomènes modernes, si je peux m'exprimer ainsi, engendrés par l'action de l'homme moderne. Donc, je pense qu'il y a une remise en question maintenant de l'homme moderne. Maintenant, ils sont en train de mener cette réflexion pour pouvoir, vraiment trouver des solutions pour faire face à tous ces problèmes environnementaux et climatiques que l'on connaît aujourd'hui. Ok, très bien, très bien. Et selon toi, c'est quoi les principaux défis de cette architecture? On parle peut-être de sa conservation. Je pense que les principaux défis, les défis sont nombreux. Je pense que l'un des défis les plus actuels, c'est vraiment la prolifération des conflits armés à travers le monde. Parce que vous savez, la guerre décime les hommes, mais elle détruit aussi les œuvres qui servent de repère pour la mémoire collective. Voilà, c'est ça. Donc, les exemples sont légion. On a vu les cas de la destruction des statues de Bouddha en Afghanistan avec les talibans. On a aussi vu la destruction de certaines mosquées, plusieurs fois séculaires en Irak, et même avec la prise de Palmyre par les terroristes, où il y a eu beaucoup de dégâts. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le défi pour moi le plus important maintenant pour la conservation maintenant des constructions vernaculaires. Mais ajouter à cela, on peut aussi citer les phénomènes climatiques, tels que les séismes, les inondations. Et maintenant, pour les cas spécifiques de l'Afrique, j'ajouterais qu'il y a une certaine méconnaissance ou plutôt de non-conscience de la valeur de ce patrimoine, surtout auprès de nos jeunes. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas cette démarche d'aller vers ces types d'architecture, de la valoriser. Vous voyez? Donc, ce qui fait qu'il y a un certain manque de repères d'identité auprès de nos jeunes. Souvent, c'est mal vu de pouvoir faire composer avec ce type d'architecture parce qu'on pense que c'est rétrograde, si je peux m'exprimer ainsi, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Je pense que l'une des forces de l'architecture en Europe, c'est qu'ils n'ont pas oublié le passé. Et puis, jusqu'à présent, dans leur histoire antique, pour pouvoir produire des œuvres qui sont à leur image. Et donc, je pense que pour l'Afrique aussi, pour la nouvelle génération africaine, il doit avoir aussi cette démarche vers notre patrimoine architectural, connaître leurs valeurs. Comme ça, on pourra arriver aussi à produire des œuvres qui nous ressemblent et aboutir à des villes africaines à l'image des Africains eux-mêmes. Ok, intéressant. Et je m'en vais dire, aujourd'hui, en tant qu'acteur de ce développement, comment est-ce que nous pouvons, en tant qu'architectes, développer cette architecture vernaculaire dans ce XXIe siècle? Je pense que on y gagnerait à vraiment mettre l'accent sur ce patrimoine qui nous est commun dans les enseignements de l'architecture dans nos établissements en Afrique. Voilà, parce que comme j'ai dit, l'avenir repose sur les jeunes. C'est eux qui sont appelés quand même à construire nos villes. Mais s'ils n'ont pas cette conscience de la mémoire collective, de mettre en valeur, de même connaître ce passé, ce passé glorieux. Donc, forcément, toutes les productions auxquelles nous allons assister dans les années, dans les décennies à venir, seront comme des arbres sans racines. Voilà. Donc, je pense qu'on a besoin quand même d'ancrer nos productions d'espace dans une racine. Et cette racine, c'est vraiment d'avoir de regarder dans les rétroviseurs. Voilà, parce que ce n'est pas un passé glorieux qui fait défaut à l'Afrique. C'est surtout une méconnaissance de notre propre histoire. Voilà. Donc, je pense que tout doit partir de là. Au niveau de l'enseignement, de l'éducation de nos enfants, il faut qu'on puisse arriver à
comment dire, à enseigner cette architecture, cette histoire, ce patrimoine à nos enfants, qui connaissent la valeur et que dans leur production des villes de tous les jours, et qu'ils puissent vraiment arriver à pouvoir mettre des œuvres, produire des œuvres qui sont en phase avec nos réalités, avec notre identité. Je pense que c'est très, très important, surtout à l'ère de cette globalisation. Voilà, donc je pense qu'une appropriation de notre culture, de notre identité s'impose pour que nous ne soyons pas des hommes perdus. Et comme aime à dire un célèbre journaliste africain, un monde sans histoire est un monde sans âme. Je crois que, en tout cas, ça doit être un truc comme ça. C'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'il est important de faire ce travail d'appropriation culturelle afin de pouvoir faire une production architecturale qui est empreinte de nos réalités sociétales, culturelles et même culturelles. Très bien, très bien. Alors moi, là, je m'embête de poser une question un peu plus technique. C'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'architecte, tu as eu à développer un concept lié à l'architecture vernaculaire? Si oui, ou est-ce qu'il y a des œuvres de ce style qui vous a inspiré? Vous savez, c'est très, très difficile quand on a une mentalité qui... Au fait, le problème avec l'Afrique, c'est que tout ce qui vient de nous-mêmes n'est pas valorisé. Donc, même si on fait ce type de propositions à nos clients, malheureusement, il n'y a pas de suite. Parce qu'ils pensent qu'on va leur faire revenir aux temps immémoriaux. Voilà, c'est ça, aux temps immémoriaux. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est clair. Voilà, donc c'est la principale difficulté auquel nous sommes confrontés. Sinon, ce n'est pas par faute d'avoir essayé de proposer des architectures comme ça à nos clients. Maintenant, l'alternative qu'on a trouvée maintenant pour pouvoir sortir de l'impasse, c'est vraiment de réfléchir sur un prototype de ville africaine. Nous avons travaillé sur un prototype qu'on a conçu dans le cadre du Malikoura, dans la zone du Mandé, un peu vers Sibi, sur une surface plane d'à peu près 1000 hectares, où on a vraiment proposé un prototype de ville africaine avec des éléments forts du tiroir, des éléments vraiment symboliques, des éléments de la culture locale qu'on a interprété à travers la formalisation de nos bâtiments, dans les modes d'agencement même des différents espaces, avec des vraies ambiances africaines, des éléments symboliques forts auxquels la population locale s'identifie. Voilà, donc nous sommes maintenant dans les démarches d'approcher les autorités pour pouvoir proposer les concepts et bien sûr, parallèlement, de faire des démarches aussi, de pouvoir intéresser des investisseurs à pouvoir investir dans ce type de projet en Afrique pour que vraiment nous puissions donner le ton de sortir quand même de ce style international dans la production des espaces africains. Il faut qu'on puisse arriver quand même à avoir des villes typiquement africaines et ce n'est pas les matières qui manquent. Peut-être qu'il faut un peu de volonté politique. Et voilà, bien sûr, bon, c'est toujours difficile de changer les mentalités. C'est clair. Voilà, mais ce n'est pas impossible. Donc voilà, il faut juste trouver des alternatives pour pouvoir faire intéresser un grand nombre. Bon, c'est un processus de longue haleine, mais nous sommes en train de nous battre pour ça. Ben c'est clair, c'est clair. Voilà. Je t'en félicite là-dessus déjà. Merci. J'en doute pas ton sens de créativité et d'approche de cette architecture culturelle. Alors moi, je m'en vais te demander, selon toi, c'est quoi l'avenir de cette architecture vernaculaire? Vous savez, elle n'a jamais cessé d'influencer sur l'homme. Voilà. La question, elle est intéressante en ce sens qu'elle met en exergue la supercherie intellectuelle auquel on assiste aujourd'hui. Ça dit qu'on est en train de donner des gros mots de français, des concepts qu'on dit innovateurs, alors que c'est la réincarnation des concepts qui existent depuis des siècles. C'est clair. Voilà. Donc, quand on parle d'architecture durable, on parle de développement durable. Les concepts même qui fondent, les piliers même sur lesquels reposent comme ce concept, mais ce sont les piliers que nos ancêtres connaissaient parce qu'ils ont toujours composé avec la nature. Ils ont toujours composé avec la nature. Et c'est là même la force même de ce type d'architecture. Voyez? Et quand vous voyez même ces œuvres, par exemple, quand vous prenez les pyramides égyptiennes,
elles sont là figées dans le temps depuis 5 millénaires. C'est clair. Mais je vous assure qu'elles sont beaucoup plus vivantes que toutes les architectures contemporaines que je connaisse. J'avoue. Parce que si vous voyez, il y a des millions de gens qui visitent, qui vont même en pèlerinage en Égypte chaque année pour voir ces œuvres de nos, de nos ancêtres. Ouais. Parce que vraiment, c'est une architecture authentique. Et ce qui manque à nos architectures aujourd'hui, c'est cette authenticité. Ouais. Donc, il faut nous puissions revenir à nos fondamentaux. Voilà. Et toutes les solutions que nous sommes en train de chercher dans l'intelligence artificielle, dans tout ce qui est avancée technologique, vous savez, on l'a à portée de main. Ouais. Il suffit juste de regarder un peu en arrière. Nous avons des solutions pour faire face à ces problématiques, à ces défis environnementaux et climatiques. Seulement, bon, peut-être ça arrange ceux qui détiennent le monde aujourd'hui, à savoir les Occidentaux, parce que c'est un fonds de commerce aussi. C'est clair. Voilà. Malheureusement, c'est ça. Mais il faut qu'on se réveille. Et je pense que ce réveil peut venir d'Afrique. Voilà. Si la jeunesse africaine vraiment fait preuve d'un peu de créativité, le centre du monde peut encore être déplacé pour venir en Afrique, comme ça l'a été aussi pendant la période antique. Parce que c'est nous, quand même, qui avons, avec l'Égypte antique, tout ce que vous voyez aujourd'hui, quand vous voyez les Occidentaux, se taper la poitrine, en disant que nous venons de Platon, de Socrate, voilà. Mais ces gens-là, ils ont venu en Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont réussi à savoir. Ouais. Donc, pendant des siècles, pendant des millénaires, le centre du monde était en Afrique. C'est clair. Voilà. C'est vrai, on a perdu notre souveraineté. Donc, et on a réussi à nous faire douter de nous-mêmes. Ouais. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui en tant qu'avancée technique et technologique, les sciences qui ont contribué à mettre en place ces technologies, ces sciences, c'est l'Afrique qui les a enseignées au monde. Donc, je pense que ce retour à notre histoire, à ce projet civilisationnel est nécessaire pour faire en sorte que là puisse encore devenir le centre du monde. C'est bien possible, mais seulement il faut que les Africains eux-mêmes en soient conscients. Ils sont convaincus, ils sont conscients. C'est ça. Super. C'est très bien, c'est très bien. Très intéressant vraiment d'échanger avec toi. Alors, pour conclure, c'est quoi ton message? Bon, le message, c'est surtout... Bon, le message, il est à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau de nos décideurs. Vous voyez, c'est-à-dire que le développement, c'est d'abord une question de vision, de mentalité. Il suffit qu'il y ait une vraie volonté politique pour pouvoir tout changer à l'espace d'une génération. Et on a vu des cas. Quand vous prenez les pays du Golfe, il y a 30, 40 à 50 ans, c'était le désert. Ouais. Il n'y avait rien du tout. Ça dit que c'était des chameaux, les moyens de déplacement. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Mais il a quand même fallu la vision des noms de quelques-uns pour pouvoir tout changer. Et quand même, quand vous prenez les pays asiatiques, on disait que dans les années 60, au moment où les pays africains devenaient indépendants, ça veut dire qu'on était au même niveau de développement que ces pays. Mais ils ont repris leur destin en main, ils ont cru en eux-mêmes, il y a eu de la discipline, de la volonté politique, une vision éclairée, et voilà aujourd'hui. On connaît les résultats. Donc je pense que ça doit être la même chose chez nos hommes politiques. Au-delà de ça, il y a déjà un certain mouvement au niveau de la société civile. Parce que l'Africain de nature est très entreprenant. Et heureusement, il y a beaucoup d'initiatives qui pullulent un peu partout, que ce soit en Afrique et même dans la diaspora, visant à faire sortir le continent de l'ornière. Et il y a vraiment des initiatives salutaires, mais elles restent encore marginales. Donc, s'il y a une volonté politique d'accompagnement de ces initiatives, je vous assure que d'ici 20-30 ans, on va avoir un changement considérable. Et je pense que les destins de nos pays sont liés. Aucun pays africain ne peut penser son avenir sans dans ses pays voisins. On doit avoir un destin commun. On doit pouvoir réfléchir à l'échelle continentale.
Et puis, il y a qu'en Afrique, on n'a pas cette réflexion. Parce que quand vous partez dans les pays arabes, quand vous partez, partout dans le monde, on ne vous connaît pas en tant que Guinéen, Malien ou Ivoirien. Ouais. Comment on vous appelle? Des Africains. Des Africains. Voilà, c'est ça. Donc, déjà, le monde nous a unis. Ouais. Mais bon, il faut que les Africains eux-mêmes puissent avoir cette démarche, avoir cette mentalité que nous avons les mêmes défis, nous sommes le même peuple et qu'il faut mettre en synergie toutes les actions, toutes les initiatives pour pouvoir faire de notre continent le berceau de civilisation qu'il a été. Et je pense que le monde entier aussi est unanime pour dire que l'Afrique est le berceau de la civilisation, des civilisations humaines. Okay. Mais est-ce que les Africains eux-mêmes croient en cette affirmation? Là, j'en doute. C'est clair. Voilà. Donc, le jour où les Africains croient en cette affirmation, ils vont prendre leur destin en main. Et voilà, les choses vont se faire d'elles-mêmes. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Je te remercie encore. Juste avant de te quitter, est-ce que tu peux nous dire quelques actualités sur toi? Est-ce que tu as des visions, des projets, quelques actualités avant de... Oui, bien sûr. Surtout avec l'actualité, géopolitique. Okay. Vous savez, l'Afrique, c'est un grand pays. Ouais. Moi, j'aime considérer l'Afrique comme un pays. Bien. Parce que nos peuples, nos populations ont toujours vécu ensemble. Il y a des Soumarés à Bamako. Ouais. Quand vous partez aussi à Nouakchott, et à Conakry, vous trouverez les Soumarés. C'est la même chose que les Keita et tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment... Il y a toujours eu ce brassage. C'est un espace, un grand espace. C'est vrai qu'il y a eu des vicissitudes de l'histoire avec le colonisateur qui a essayé de défaire ce tissu social. Mais qui a quand même formidablement bien résisté. Mais seulement, c'est vrai, on est un peu perdu. Mais je pense que si on arrive à retrousser les manches, à donner de la valeur aux choses qui nous appartiennent, que ce soit dans la culture, dans tous les aspects, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ce 21e siècle, comme on le dit, soit africain. Voilà. Mais seulement, ça demande quand même une capacité de résilience. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a actuellement des peuples africains qui n'arrivent pas à se parler. Parce que quand on voit des tensions entre certains pays, notamment je ne citerai pas le nom, mais on le connaît déjà. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous, à notre niveau, nous sommes en train de travailler sur un concept qu'on a appelé l'architecture de la diplomatie. C'est-à-dire que ça consiste à faire des projets transfrontaliers entre plusieurs pays africains, de sorte à bâtir des ponts entre nos peuples, ou plutôt de renforcer ces ponts, parce que ces ponts-là, il faut le dire, existent depuis des millénaires. Voilà, c'est vrai, ils ont pris un sacré coup de vieux. Voilà, donc ça demande à être restauré, et bien sûr, nous y travaillons. Déjà, nous avons travaillé sur un prototype entre le Sénégal et le Mali, à travers la concession d'une cité qu'on a nommée la Cité de l'Amitié. Et c'était d'ailleurs sous l'impulsion de son Excellence, l'ancien ambassadeur du Sénégal au Mali, Alain Dieng, qui est actuellement en poste à Nouakchott, avec qui on avait travaillé sur ce projet. Ce projet même, on l'avait présenté aux autorités sénégalaises lors du Sahaba, le salon de l'habitat de l'année dernière, en 2023, quand ils sont venus au Mali. Et ils ont quand même donné un écho favorable. Donc, je pense que dans l'ombre, nous sommes en train de travailler sur ce type de projet pour pouvoir vraiment faire en sorte que l'Afrique puisse parler d'une même voix pour cet avenir radieux dont nous rêvons tous. C'est très bien, c'est très bien. En tout cas, je t'en remercie encore. Merci de répondre à l'invitation et à très bientôt. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, je vous remercie à tout le monde. C'était l'épisode Talk with Akaka. Suivez-nous et à très bientôt.